comment on finit de parler de ce sujet ? Comment est-ce que je peux faire pour qu'à la fin de cette vidéo, je vous donne et j'ai moi-même la sensation d'avoir fait le tour ? En 2015, j'adorais Jessica Jones. Sortie sur Netflix, adaptée des comics Alias, cette série s'inscrit dans l'univers Marvel post-Avengers et en présente une version légèrement moins lisse et family-friendly. Son héroïne est une alcoolique notoire qui s'engueule avec ses voisins et accessoirement enquête sur des trucs pour payer son loyer. Bien sûr, Jessica est aussi une super-héroïne, dotée d'une force surhumaine et d'une backstory tragique. L'antagoniste principal de la première saison, Killgrave, Monsieur Pourpre dans les comics, peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Ses paroles sont des ordres. Jessica a subi le contrôle de Killgrave pendant plusieurs mois avant le début du récit. Il n'y a aucune scène de violence sexuelle, mais cette thématique est au cœur de la série. We used to do a lot more than just touch hands. Yeah. It's called rape. What? Which part of staying in five-star hotels, eating in all the best places, doing whatever the hell you wanted is rape? The part where I didn't want to do any of it. Au-delà d'être un super méchant, Killgrave est l'incarnation d'un concept, le pouvoir dans notre société. En effet, son super pouvoir correspond exactement à notre vision occidentale de cette notion, telle que la féministe Bell Hooks l'a définie dans son livre De la marge au centre. Dans cette société, le pouvoir est généralement associé à la domination et au contrôle sur les gens ou les choses. Et comme le montre Jessica Jones, c'est bien cette définition-là du pouvoir qui permet, voire mène, à la violence. Pourtant, le pouvoir pourrait signifier tout autre chose. Comme l'explique Bell Hooks, on pourrait imaginer des définitions du pouvoir qui l'assimilent à la capacité d'agir, à la force, la solidité, l'aptitude ou à des actes qui donnent un sentiment d'accomplissement. Et cette nouvelle définition correspond bien à la manière dont Jessica récupère son autonomie au cours de la saison. De cette manière, Jessica Jones s'oppose au traitement psychologique que les fictions tentent à faire des violeurs. Face au discours assez typique que Killgrave utilise pour se dédouaner de ses crimes, Jessica dit bien qu'aucune tragédie personnelle ne peut excuser ce comportement. Everything is the Big Bang's fault. Good point! Energy and space was the ultimate fat father. Au final, la seule certitude que nous donne la série, c'est que Killgrave viole parce qu'il le peut. La série brille aussi par sa mise en scène du syndrome post-traumatique auquel elle donne une forte identité visuelle et par la manière dont cette thématique est enrichie par un ensemble de personnages ayant été victimes de Killgrave. Alors, si j'ai tant aimé la saison 1, pourquoi est-ce que je n'ai jamais regardé la suite ? Jessica Jones peut être un fantasme de pouvoir. Une réalité alternative ou passer à autre chose suit très exactement le trajet d'une enquête et l'apothéose d'une vengeance. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que le traumatisme et la réalité sociale des violences sexuelles disparaissent une fois le grand méchant éliminé ? Et de toute façon, si l'esthétique de la série et l'identité de son personnage principal reposent presque entièrement sur la noirceur, la douleur et le cynisme, comment pourrait-elle s'écrire autrement ? Peut-être que je me suis trompée sur Jessica Jones. Peut-être que ce n'est pas une série sur les violences sexuelles, juste une série de super-héros dont le premier antagonisme se trouve être un violeur. Peut-être que fantasmer une vengeance, ça suffit pas à tourner la page. Jules vit dans la version MTV de notre univers, où quand on vomit c'est rose et quand on met une cagoule on est méconnaissable. Comme son père est flic, elle est super balèze au combat. Et comme les violeurs sur son campus ne sont jamais condamnés, elle décide d'aller leur latter la gueule elle-même. That's the plot of Batman. Non, c'est le pitch de Sweet Vicious, une série née en 2016 et annulée dès sa première saison pour cause d'audience trop faible. Même si la série avait récolté une fanbase passionnée et des critiques tellement positives qu'elle affiche encore aujourd'hui un score de 100% sur Rotten Tomatoes, les séries sont annulées pour des raisons qui n'ont littéralement rien à voir avec elle, commentait Jane Caitlin Robinson, sa créatrice. C'est le cas ici. Malheureusement, notre série traitait d'un sujet extrêmement important, et cette déconnexion entre cœur et business, elle craint. La chaîne MTV s'est quant à elle fendue d'un petit communiqué de presse. Nous sommes extrêmement fiers de cette série acclamée par la critique et profondément déçus qu'une histoire aussi impactante n'ait pas trouvé un public plus large. Comme si l'annulation de la série était complètement hors de leur contrôle.
Pourtant, le manque d'audience blâmé par MTV n'est pas un fait irrémédiable contre lequel les chaînes seraient impuissantes. Au contraire, étant chargées de la diffusion, c'est à elles qu'il revient de trouver une audience. Ce sont par exemple elles qui décident de la promotion et de la grille de programmation, deux facteurs primordiaux pour la visibilité des séries. Dans le cas de Sweet Vicious, qui était une série originale donc sans fanbase préalable et sans acteurs ou actrices particulièrement connus, MTV a choisi de la diffuser pendant les fêtes de fin d'année, une période si peu propice aux séries qu'elle est d'ordinaire désignée comme la pause de Noël. Le manque d'audience était donc parfaitement prévisible. Malgré les efforts de sa créatrice et de son équipe, Sweet Vicious n'a pas été reprise par une autre chaîne. 4 ans plus tard, elle est vendue dans une qualité discutable et sans sous-titres par YouTube ou iTunes, elle reste inédite en France et ses quelques distributeurs illégaux sont depuis longtemps inactifs. Hello, darkness, my old friend. I was working overnight in the company's offices. I had an episode due at 7 a.m. I took a break and had a drink with a good friend who was nearby. I emerged into consciousness typing season 2, many hours later. I was lucky. I had a flashback. It turned out I'd been sexually assaulted by strangers. Like any other experience I found traumatic, it's been therapeutic to write about it and actively twist a narrative of pain into one of hope and even humor, and be able to share it with you as part of a fictional drama on television. Because I think transparency helps. Elle, c'est Michaela Coel, et la création dont elle parle, c'est I May Destroy You. Coproduite par HBO et la BBC, cette série de 12 épisodes prend donc pour point de départ l'expérience de son autrice, l'envie de partager ce qu'elle a vécu et de transformer le traumatisme en autre chose. Sweet Vicious et I May Destroy You sont deux œuvres bien différentes, qui ne parlent pas forcément du même point de vue ou au même public, mais ce sont deux séries qui m'ont profondément marquée et qui ont, chacune à leur manière, fait grandir ma réflexion sur la représentation des violences sexuelles. Et surtout, ce sont deux séries qui, contrairement à celles que j'ai évoquées dans les épisodes précédents, mettent les violences sexuelles au cœur de leur récit. Il ne s'agit plus seulement de les représenter au mieux, mais d'en faire le sujet principal. Quand j'ai commencé à écrire cette trilogie, je n'arrivais pas vraiment à expliquer pourquoi j'avais choisi de m'intéresser aux séries plutôt qu'aux films. Et c'est en essayant de mettre le doigt sur tout ce qui m'a fait aimer Sweet Vicious et I May Destroy You que j'ai compris. Les séries sont, je crois, un excellent format pour parler des violences sexuelles. Face à un film qui en ferait n'importe quoi, on peut toujours prétexter qu'il n'avait pas le temps de faire mieux, alors que les séries, du temps, elles en ont. Mais les séries ne sont pas des longs films, elles ont développé leur propre code et leur propre forme narrative. Ces formes oscillent entre deux opposés. D'un côté le feuilleton, où l'intrigue se développe d'épisode en épisode, et de l'autre la série formulaire, où chaque épisode correspond à un même schéma narratif et peut être regardé indépendamment des autres. Toutes les séries empruntent à l'une et à l'autre de ces constructions, en mêlant des intrigues à long et à court terme. Et à mes yeux, ce sont ces différents temps dans la narration des séries qui en font le média idéal pour parler des violences sexuelles. Dans Sweet Vicious, les justicières essaient de coincer un agresseur différent à chaque épisode. Cette narration épisodique permet à la série d'explorer différents types de violences sexuelles, tout en les montrant comme un problème systémique. L'utilisation d'une formule narrative fait apparaître clairement les similitudes entre chaque cas et fait ressortir les schémas propres à la culture du viol. Les intrigues épisodiques nous empêchent donc de voir le viol qu'a subi le personnage principal comme un événement isolé. En parallèle, le temps long des séries permet d'explorer ce que les victimes peuvent traverser après un viol. L'aspect feuilletonnant de Sweet Vicious se concentre donc en partie sur la manière dont Jules va, petit à petit, affronter son propre traumatisme avec les hauts et les bas que cela comporte. Comme pour Sweet Vicious, la narration épisodique permet à I May Destroy You de mettre en lumière différentes situations de violence sexuelle. Mais ici, il ne s'agit pas de reproduire une formule. Chaque épisode se construit plutôt autour d'une thématique, d'un personnage ou d'un événement spécifique. Certains épisodes, très indépendants du récit principal, deviennent presque comme des respirations dans l'histoire, qui permettent au récit et au public de ne pas s'alourdir ni tomber dans le mélodrame. De plus, ces digressions nourrissent la sensation de temps long que construit la série. En effet, I May Destroy You témoigne des conséquences des violences sexuelles en utilisant une des particularités du format sériel, les ellipses possibles entre chaque épisode. Les personnages ont donc le temps d'évoluer à leur rythme. Avec ces ellipses, on ne voit pas tout de leur vie, et surtout, tout ce qu'on voit n'est pas forcément lié aux violences. Ce n'est qu'une partie de leur quotidien. Et la subjectivité de Michaela Coel permet à la série d'aborder une multitude de sujets qu'on voit rarement à la télévision, notamment la place que joue le racisme ou l'homophobie dans les situations de violence sexuelle, bien sûr, mais pas seulement. I had one friend who said to me, "You gotta watch the show.
And I said, what is it about? And they said, it's about sexual assault. And then I watched the show and I was like, no, this show is about everything. Cette structure narrative nous montre donc que subir un viol, ce n'est pas le début d'une tragédie linéaire en 12 épisodes. Même si ça nous impacte au long cours, ça n'éteint pas tout le reste. Ce qui nous amène à notre prochain élément. Tout n'est pas forcément sombre quand on parle des violences sexuelles. Quand on a vécu un événement traumatisant, on ne devient pas forcément cynique au dernier degré comme Jessica Jones. C'est possible, bien sûr, mais représenter les victimes comme désabusées, à la fois brisées et endurcies, c'est un lieu commun tiré de l'idée selon laquelle les violences sexuelles définissent la personne qui les a subies. On est censé ne jamais vraiment s'en remettre. Si, comme dans Jessica Jones, Sweet Vicious utilise l'imaginaire des justiciers pour aborder le thème des violences sexuelles, elle n'en est pas pour autant une série de super-héros. La mise à distance ne passe donc pas par la métaphore ou le fantastique, mais par le ton. Sweet Vicious reprend les codes des films de fac, avec des sororités bien définies, du rose, de la weed, aucun cours et des grands moments de gêne. Ce registre permet à la série de créer des moments de divertissement légers malgré son thème difficile. Au final, ça fait de Sweet Vicious une série pour ados pas si différente des autres. Ce qui est génial à 2 points de vue. Déjà, ça fait de Sweet Vicious une série parfaitement adaptée au public qu'elle vise. Mais en plus, ça nous raconte que les victimes de violences sexuelles sont des personnes comme les autres. Pour finir, circonscrire son sujet au campus permet de mettre en scène une version miniature de la société, avec sa propre pyramide sociale et ses enjeux de pouvoir. Pour Michaela Coel, on l'a vu, faire de l'humour avec la douleur était déjà un enjeu en soi. Là aussi, l'humour permet d'ancrer le récit dans le réel et de rendre la série moins difficile à regarder. Mais I May Destroy You fait un lien encore plus direct entre le traumatisme et le rire. En effet, ce dernier jaillit souvent précisément des situations tragiques. Le rire ne vient pas saper la gravité des situations, mais souligner leur absurdité ou leur difficulté. De cette manière, rire nous rapproche encore un peu plus de la subjectivité des victimes. On est invité à rire avec elles, plutôt qu'à les prendre en pitié. Is there a reason why you haven't told him? He's an Italian drug lord. I'm joking. Le format court des 2 séries renforce ce traitement plus proche de nous des violences sexuelles. Les épisodes peuvent être regardés plus facilement que s'ils duraient 1 heure, sans pour autant diminuer l'importance du récit. L'action de couper au montage peut au contraire être une forme de perfectionnement. Par exemple, les épisodes d'I May Destroy You faisaient 50 minutes avant d'être montés. Et Coel raconte, à propos de l'épisode 10 et de son monteur, Christian Sandino Taylor, « Il a pris mon script, il l'a charcuté, a balancé des morceaux à la poubelle, a tout démonté et il a créé quelque chose de mieux que tout ce que j'aurais pu faire. » Enfin, les bandes-sons sont remplies de tubes bien éloignés des violons larmoyants. Ce mélange de légèreté et de drame donne des récits où les violences sexuelles sont toujours graves, mais où les victimes et le monde qui les entoure gardent des moments de joie et de lumière. C'est avoir subi un viol qui a amené Jules à devenir justicière, mais ce n'est pas le cas d'Ophelia, qui devient son acolyte. Pour elle, c'est simplement la bonne chose à faire. Alors que pas mal de fictions montrent les traumatismes sexuels comme quelque chose qui s'affronte seul, Sweet Vicious choisit de dire exactement l'inverse. Se sentir concerné par ces violences et s'impliquer pour les combattre, que ce soit en aidant une amie ou en luttant collectivement, c'est possible pour tout le monde. À mes yeux, cette solidarité est représentative d'une orientation plus globale de Sweet Vicious. Elle ne se contente pas de constater une réalité, elle montre des pistes d'action concrètes et des solutions collectives. D'ailleurs, le traitement que chaque série fait des réseaux sociaux rend clair que Sweet Vicious a été écrite avant le mouvement MeToo et qu'I May Destroy You a été écrite après. Si la première les imagine avec quelques années d'avance comme un outil de libération collective, la seconde en montre à la fois les bienfaits et les limitations, sans les idéaliser ni les diaboliser. You never know, Kwams. You might be feeling a bit down one day and you just might need someone who agrees with whatever the fuck you say, even if you are chatting shit. Bye. L'idée d'agir reste présente dans I May Destroy You. La thématique de la création artistique, explorée dans une mise en abîme, est intimement liée à l'idée de reconstruction. Comment raconter et comment survivre deviennent alors une seule et même question. Pour autant, I May Destroy You n'ignore pas l'aspect collectif de l'expérience des violences sexuelles. En plus de se concentrer sur des amitiés fortes, elle montre comment la conscientisation du consentement peut révéler le caractère omniprésent des violences sexuelles dans nos vies.
I May Destroy You n'est pas tant intéressé par la psychologie des violeurs que par la question de notre rapport au sexe. Dans ce contexte, la présence de scènes de violence sexuelle prend un sens différent de celui qu'elle prend d'habitude. Ce n'est pas tant du voyeurisme qu'une tentative de remise en question. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec le procédé, je reconnais que si I May Destroy You nous montre des violences sexuelles presque comme des scènes de sexe classiques, sans l'aspect érotique, c'est toujours en les dénonçant par la suite. Le parti pris, c'est donc de nous pousser à voir les violences sexuelles comme des situations qui ne sont pas toujours ouvertement violentes, mais qui s'inscrivent dans une question plus large, celle de la sexualité en général. Pour parler de certaines des situations de la série, Michaela Coel utilise d'ailleurs l'expression « vol de consentement ». Le regard que la série porte sur nos vies sexuelles nous pousse à penser le consentement de manière plus complexe que simplement « quelqu'un a dit oui ». Les personnages comme le public sont donc amenés à réexaminer leur propre vécu à la lumière de cette question. En parallèle, I May Destroy You s'attache aussi à montrer l'aspect obsessionnel que ce sujet peut prendre pour les victimes. Arabella n'a pas une lecture parfaite de toutes les situations, elle se trompe, elle projette. La série n'élude pas les failles et les échecs de ses personnages, car subir des violences sexuelles ne fait pas de vous une meilleure personne. Parfois, ça rend même un peu méchant. Pour conclure sans vous spoiler, je pense que c'est cette volonté d'agir qui permet aux deux séries de dépasser le rape and revenge, pour lui préférer la question de la justice et du soin. Et ça explique aussi pourquoi c'est vers elle que je me suis tournée pour finir ces vidéos. Si I May Destroy You est en partie autobiographique, j'ai pendant longtemps pensé que c'était aussi le cas pour Sweet Vicious. Mais pas du tout. Jennifer Kaytin Robinson ne s'est pas inspirée de sa propre vie. C'est même l'inverse. Créer la série lui a fait changer de regard sur ses expériences. Même en étant très instruite sur ce sujet, je ne m'étais pas rendu compte que ça avait affecté ma vie, que je l'avais vécu. J'ai toujours dit aux gens « Non, je n'ai pas vécu de violence sexuelle », mais c'est faux, parce que les petites agressions sont quand même des agressions. Ainsi, comme le personnage d'Ophelia, Robinson a décidé de faire partie des femmes qui défendent les femmes. Et pour réussir à aborder le sujet si bien, il n'y a pas de secret, il faut faire des recherches. What are you guys talking about? Radical feminism! Great. J'ai regardé tous les documentaires que j'ai trouvés, j'ai écouté un podcast où des femmes témoignaient, j'ai trouvé tout ce que j'ai pu à la radio. Je ne veux pas qu'une femme regarde notre série et ait l'impression qu'on lui a volé son histoire. J'espère qu'on a réussi à sensibiliser les gens sur le parcours des victimes de violences sexuelles de manière authentique, sans exploiter leur vécu. On peut donc retenir deux paramètres qui ont joué dans la qualité de ces séries, le point de vue et l'intention. Et on peut revenir sur les exemples précédents en gardant cette idée en tête. En plus de l'absence d'intention qu'on a évoquée dans la première vidéo, Game of Thrones souffrait peut-être aussi d'un manque de diversité des points de vue, puisqu'il n'y a eu aucune femme scénariste et aucune réalisatrice après la saison 3. Et de l'autre côté du spectre, on retrouve Mike Flanagan, qui dit à propos de The Haunting of Hill House: c'était vraiment un groupe de scénaristes phénoménal, parce que très varié. La pièce était remplie de gens d'horizons très différents. C'était ma première expérience de travail d'écriture en groupe, et j'en suis ressortie avec l'envie de ne plus écrire que comme ça, même juste pour un film, parce que les idées sont tellement meilleures. Ça challenge l'histoire d'une si belle manière, ça la fait résonner autrement. Parce que si vous réussissez à écrire quelque chose qui fait écho dans toute la pièce, dans chacun et chacune des scénaristes du groupe, c'est que vous êtes sur la bonne voie. L'enjeu des violences sexuelles à l'écran nous amène donc nécessairement à prendre du recul et à nous demander qui raconte ces histoires. Mais on peut aller encore un peu plus loin. How many other potential artists with stories we want and need have we lost for the sake of financial profit? Have we lost to thoughtless education systems, thoughtless nurturing, thoughtlessness? Why are we platforming misfits, heralding them as newly rich successes whilst they balance on creaking ladders with little chance of social mobility? Sweet Vicious a été annulé, voire saboté. Est-ce que 4 ans plus tard, le monde a suffisamment changé pour que le destin d'I May Destroy You soit sans embûche? Pas vraiment. Netflix avait proposé $1 million pour la série, mais Coel voulait garder un pourcentage, même minime, de ses droits d'auteur. 5%, 2%, même 0,5%. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, lui a-t-on répondu. Ses agents artistiques lui conseillaient d'accepter l'offre quand même. Mais elle a fini par découvrir que cette agence artistique, censée la représenter elle et ses intérêts, aurait pris un pourcentage sur cette vente. Alors elle a quitté l'agence et elle a refusé le $1 million de Netflix. Cette anecdote met en évidence l'importance de la production des récits. Pas seulement qui les écrit, mais qui les choisit, qui en tire profit. Dans quelles conditions ces histoires voient-elles le jour ? Ces questions, Michaela Coel les dissèque brillamment dans sa conférence de 2018 au Festival de la télé d'Édimbourg, qu'on a déjà cité plusieurs fois.
De manière à la fois frontale et élégante, elle explique l'importance primordiale de la diversité des points de vue. Pas seulement à l'écran, pas seulement à l'écriture, mais aussi et surtout à la production. The misfit doesn't climb in pursuit of safety or profit. She climbs to tell stories. She gets off the ladder and onto the swings, swinging back and forth, sometimes aggressively, sometimes standing up on the swing, back and forth in pursuit of only transparency. Observing the changes, but wonders if these changes are taking place within a faulty system. Aux survivantes qui ont soutenu et aimé notre série, qui ont trouvé du réconfort dans les histoires que nous avons racontées, vous êtes les plus chères à mon cœur et à celui de toute notre équipe. Jules et Ophelia vivront pour toujours dans le cœur de chaque... Ah mais non, je vais pas chialer, wesh. Jules et Ophelia vivront pour toujours dans le cœur de chacune des personnes qui se bat pour cette cause. En ces temps où tout semble une lutte insurmontable pour faire ce qui est bon et juste, je suis prête à lasser mes chaussures de rando et continuer à grimper. J'espère que tous et toutes, vous grimperez avec moi. Que se serait-il passé si le choix de renouveler ou non Sweet Vicious n'avait pas été purement dicté par l'argent ? Que se passerait-il si ce genre de décision était prise par des personnes aux expériences de vie et aux intérêts plus variés ? Si, en plus d'une équipe de scénaristes diverses, nous espérions aussi des équipes de production plus diverses, des chaînes de télé dirigées autrement ? Et surtout, quelle qualité d'écriture verrions-nous sur nos écrans si la négligence dont parle Coel était remplacée par l'attention ? Alors, il faut imaginer autre chose que les remakes incessants qui profitent de fanbases constituées pour se lancer sans aucun risque. Il faut imaginer la création en dehors d'un monopole qui pourrait cracher des annonces de nouvelles séries pendant des heures sans qu'aucune ne soit spéciale ou intime. Il faut rêver et lutter pour un monde où les histoires qu'on raconte nous sont précieuses et où le pouvoir de les partager n'appartient pas qu'au business. Un monde où une série peut changer profondément la vie de sa créatrice elle-même. Où l'on ose traiter nos fictions pour ce qu'elles sont. Des choses pas totalement monnayables, des petits bouts de magie.